je suis très honoré vraiment de participer à vos réunions. J'ai envie de dire pour venir quand même assez souvent, quand je le pouvais, bien sûr avant cette pandémie. Ce soir, je suis vraiment parmi vous, je suis vraiment tout à fait en lien et dans la proximité. Vraiment, je suis honoré. Alors, donc, j'ai préparé une présentation qui est une première pour moi, qui est sur un sujet sur lequel, effectivement, j'ai réfléchi depuis une paire d'années, mais on va dire d'une manière plus prononcée, on va dire depuis 3 ans. Alors, comme ça a été dit, puisque maintenant Hicham a parlé de mon épouse, c'est vrai qu'il est à mes côtés depuis de nombreuses années, hormis bien sûr notre vie personnelle, mais je veux dire au niveau associatif, nous sommes engagés dans une vie associative, on va dire depuis 30 ans, dans cette thématique, je veux dire, de soins infirmiers à domicile, et puis particulièrement maintenant dans tout ce qui est les maladies neurodégénératives. Et donc, un sujet complètement atypique, mais qui va complètement en accord avec un peu ma carrière qui a été très atypique. Tu as parlé du collège, et c'est vrai que mon parcours, il est assez étonnant, il est assez atypique, puisqu'il n'a pas eu ce parcours, je veux dire, d'un universitaire classique, ce qui me permet aujourd'hui d'allier à la fois le côté pratique, le côté terrain, comme on pourrait dire, et surtout le côté scientifique, le côté de la curiosité intellectuelle pour essayer de voir les problèmes à résoudre et puis comment on peut le résoudre sur le terrain. Alors donc, le vieillissement à domicile et troubles neurodégénératifs, on va dire que tout est dit dans le titre. Je m'intéresse au vieillissement, je m'intéresse bien sûr au domicile et aux fameux troubles neurodégénératifs qui aujourd'hui touchent, on va dire, toutes les familles. Qui ne connaît pas une personne touchée par ces troubles neurodégénératifs type Alzheimer et autres? Donc, on va dire qu'on est tous concernés. Et je vais essayer d'y répondre par un triptyque, le proche aidant, l'aider et le domicile. Bien sûr, je ne vais pas mettre de côté tout le personnel médico-social, le personnel aussi qui a largement sa place, bien sûr, auprès de l'aider. Voilà un petit peu comment je vais essayer d'y répondre. Alors, vous avez dit, bien sûr, professeur émérite, je suis pas en retraite, j'ai changé de métier. J'ai voulu être dans la continuité, dans le mouvement, et je pense que la recherche, ce fameux métier, ce métier formidable que nous exerçons, eh bien, nous permet d'être dans la continuité, combien même on ne soit plus dans une activité, je veux dire, reconnue, mais on est reconnu autrement, et la preuve en est faite ce soir. Cette thématique-là, je l'ai proposée quand j'étais un professeur invité à Montréal, à l'ETS, une école d'ingénieurs, et j'en ai fait un thème de recherche, ce qui fait qu'ils m'ont proposé d'être prof associé au département de génie des systèmes à Montréal. Donc, pour y avoir un bureau, quand je peux y aller, à chaque fois, pour essayer de développer cette thématique-là avec mes collègues, anciens étudiants que j'ai eus. Président d'un service de soins infirmiers à domicile depuis, on va dire, depuis 20 ans. C'est une association qu'on avait créée avec des collègues il y a 30 ans. J'en ai pris la présidence, et ce qui m'a permis de découvrir ces métiers à domicile. On va dire, cette prise en charge de la vieillesse qui s'est accélérée, intensifiée avec, comme l'a dit Hicham, avec la montée des maladies neurodégénératives. Eh bien, pour en avoir créé avec mon épouse à mes côtés, mais je n'oublierai pas aussi tous mes collègues du conseil d'administration, de créer un accueil de jour, et je reviendrai, qui permet d'accueillir à la journée ou à la demi-journée des personnes atteintes de type Alzheimer ou maladies neurodégénératives. Rapidement, donc le sommaire, je veux dire, c'est quelques mots sur l'association, sur la thématique de recherche sociétale, le pourquoi cette conversion, simplement que j'ai une carrière universitaire et parallèlement à cela, une carrière associative, on va dire un engagement associatif, puisqu'aujourd'hui on a 26 salariés, et ce qui fait qu'aujourd'hui je peux allier la recherche et puis aussi une activité, un thème de recherche qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur pour pouvoir bien sûr le développer. Je parlerai bien sûr des maladies neurodégénératives d'une manière, on va dire, pragmatique. Pour savoir un peu de quoi il s'agit, je parlerai bien sûr de l'aidant, du proche aidant expert, le couple proche aidant, le domicile du futur, les questions qu'on se pose, les réponses qu'on peut apporter aujourd'hui, mais aussi les réponses qu'on doit apporter demain. Je parlerai bien sûr des nouvelles technologies, des démarches non médicamenteuses, qui est bien sûr le thème central de recherche, qui est un peu le noyau scientifique de ma recherche. Bien sûr, conclusion, discussion, et puis présentation d'un futur projet sur lequel je suis en train de s'atteler avec mes collègues, mais aussi encore mon épouse, qui va être quelque chose qui normalement serait unique en France, une maison de la mémoire et du répit.
En fait, on va s'inscrire, ou je vais inscrire tout de suite mon discours dans le domicile. Donc, tout à l'heure, Hicham a parlé qu'on avait des structures en France, c'est vrai, et qu'on n'a pas ce genre de structure au Maroc. J'ai envie de dire, ce n'est pas grave du tout. C'est pas parce qu'on a des structures qu'on a la solution idéale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, que demain, la solution, et c'est aussi, je ne vais pas faire la conclusion avant le début, en fait, on s'aperçoit que la solution aujourd'hui, ça va être le domicile. Mais bien sûr, le domicile, il va falloir qu'il évolue, qu'il change, bien sûr, qu'il soit un petit peu le domicile du futur, que j'appellerais qu'un 4.0, puisque nous sommes dans l'ère de l'informatique. Et ce soir, grâce à la connectique, nous pouvons bien sûr faire ce genre de conférence, ce genre d'échange. Je ne parle pas trop vite, ça va? Non, c'est bon. Ça va, ça va. Très bien. Donc, rapidement sur la carrière, mais ça a été défini, ça a été présenté par Hicham, j'y reviens plus. Mon thème de recherche qui m'a fait évoluer dans ma carrière universitaire, c'est tout ce qu'on va dire qui concerne le génie décisionnel, ça veut dire tout ce qui est analyse multicritère, mais aussi en alliant ça, pareil, avec une recherche encore atypique. J'ai voulu allier, lorsque je développais des produits nouveaux, d'allier tout ce qui est démarche multicritère avec tous les outils que l'on peut imaginer, comme Prométhée, les OWA, le ROV7, etc., d'allier quand même avec ce qu'on appellerait les connaissances métiers, c'est-à-dire les connaissances tacites ou explicites, qui a été un peu ma préoccupation tout au long de ma recherche. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, m'intéresser aux maladies d'Alzheimer, aux personnes qui ont des problèmes neurologiques, qui ont des problèmes d'oubli, donc de connaissance, de raisonnement, je veux dire, il y avait qu'un pas à franchir. Et le terrain d'application était tout trouvé dans le cadre de ma vie associative, dans le cadre, bien sûr, de cet accueil de jour que nous avons créé il y a 6 ans, qui va nous permettre de, par l'observation, par des actions, par le personnel médico-social, de voir finalement comment on peut améliorer cette prise en charge, entre guillemets, mais j'ai envie de dire plutôt l'accompagnement de ces personnes qui sont atteintes de troubles neurologiques pour leur donner surtout un bien-être et puis surtout de rechercher à retarder ces effets de ces troubles neurodégénératifs pour qu'ils puissent bien sûr poursuivre leur vie, je veux dire, avec le moins de troubles que possible, mais aussi en freinant le comportement, les dérangements au niveau du comportement, bien sûr que ça peut entraîner ce genre de troubles. Donc, en fait, je vais m'intéresser bien sûr au domicile. Je laisserai un petit peu de côté ce que j'appellerais structures de type EHPAD, c'est-à-dire d'hébergement, d'établissement d'hébergement pour personnes dépendantes. Et bien sûr, je vais m'intéresser aux démarches non médicamenteuses, c'est-à-dire qui sont basées sur la stimulation. Alors, quelques photos. Donc, alors, le service de soins infirmiers à domicile, en 2 mots, c'est 62 places à domicile, qui est sur un territoire de 20 000 personnes. On va donc à domicile avec, bien sûr, des services d'infirmières libérales, mais aussi de services d'aides-soignantes qui vont donc à domicile pour apporter soit du soin, soit, bien sûr, de l'accompagnement à la toilette et autres à domicile. Ça, c'est un premier service qui regroupe 62 places, on va dire. On est sur 16, 17 salariés, mi-temps ou 3/4 de temps. Et puis, parallèlement à cela, eh bien, on a vu arriver en 2002 cette pathologie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer arriver. Et on a vu commencer à éclore des structures qu'on appelle des accueils de jour qui permettaient surtout, qui avaient comme priorité d'apporter du répit à la personne qui accompagne. Parce qu'avoir une personne qui commence à diminuer au point de vue neurologique, c'est assez lourd, c'est assez conséquent au niveau accompagnement. Donc, du coup, on a vu des accueils de jour commencer à, je veux dire, à éclore sur le territoire, qui avait une fonction, c'était une fonction occupationnelle, c'est-à-dire occuper les gens, leur amener du bien-être, accompagner les gens avec des activités sur, je veux dire, sur leur bon vouloir, sur ce qu'ils ont envie de faire, sur leur motivation, mais c'était surtout occuper les gens pour amener, bien sûr, du répit aux personnes qui accompagnent, qui sont généralement le conjoint. Donc, à partir de là, un accueil de jour a ouvert ses portes, qui a été un beau combat. Mon épouse et mon conseil d'administration, qui a ouvert ses portes en 2014, donc qui est ouvert depuis 6 ans, mais qui s'est inscrit d'emblée dans des démarches non médicamenteuses. Je ne suis pas médecin de formation et je ne souhaite pas l'être. Comme ça me permet, avec mon personnel soignant, mon médecin, bien sûr, un ergothérapeute, des aides-soignantes et bien sûr des neuropsychologues,
bien, de mettre en place d'emblée ce qu'on appellera les démarches non médicamenteuses. Donc, il faut revoir ça il y a 5-6 ans, on en parlait pour ainsi dire pas, peu, c'était vraiment limité au monde médical. Donc, ça veut dire que d'emblée, j'ai dit que par ce jeu, et je reviendrai de jeu de stimulation des activités, bien sûr, dans un ordre bien précis, je le montrerai, eh bien, ça peut avoir des effets pour retarder la maladie. Donc, du coup, ce premier terrain d'application, cet accueil de jour, d'emblée, je l'inscris, d'emblée, le gouvernement, via l'ARS, qu'on appelle des agences régionales de santé, mon financeur, a accepté aujourd'hui, maintenant, d'inscrire d'emblée cet accueil de jour-là, qui est autonome, qui n'est pas dépendant d'un EHPAD, qui a vraiment une gestion complètement autonome, et bien de pratiquer, de mettre en place ce genre de pratique. Ça ne veut pas dire que les autres accueils de jour ne le font pas, bien sûr que non, mais nous, on l'a tout simplement d'emblée inscrit, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une ergothérapeute à temps plein, chose qui n'existe pas dans les autres accueils de jour où c'est des temps partiels. Alors, au niveau de cet accueil de jour, ce qu'on veut faire, c'est reproduire, alors rapidement, c'est reproduire le domicile où la personne qui va venir, elle va pouvoir retrouver ses repères comme si elle était à domicile, c'est-à-dire on va retrouver un lieu de cuisine où bien sûr elle va pouvoir faire un certain nombre de préparations culinaires, des repas thérapeutiques, bien sûr en groupe, en individuel, tout va dépendre de la partie qu'on va demander de faire. On va y retrouver bien sûr un coin cuisine avec des tables amovibles où on peut les faire manger par petits groupes ou tous ensemble, donc à différents moments, bien sûr, à différents moments que l'on désire. Il y aura bien sûr un coin, on va dire un coin repos, il y a un coin en jeu, un peu une salle de jeu, puis il y aura un coin repos, un coin télé. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve à un moment donné tous les moments de la vie chez soi, qu'on les retrouve au niveau de l'accueil de jour, mais par tout un jeu d'activités, de stimulation, pour tout simplement continuer à travailler, j'y reviendrai, sur les pratiques que les gens font au quotidien pour ne pas qu'elles soient oubliées, pour qu'elles soient pratiquement un réflexe. Alors bien sûr, dedans, on va retrouver, de se repérer bien sûr dans l'espace, dans le temps, avec l'histoire bien sûr des dates, avec l'histoire de l'horloge. Donc toutes ces activités-là, bien sûr, il faut les préserver, j'y reviendrai. Ici, sur ce slide-là, on voit tout en haut à gauche, bien sûr, des tables qu'on peut regrouper ou bien mettre en individuel pour faire des activités, on va dire, cognitives, c'est-à-dire des activités où on va y trouver, bien sûr, des travaux manuels, mais on peut aussi trouver des jeux de société, mais on peut aussi y trouver un certain nombre d'activités comme du coloriage, ou bien de la lecture, ou bien du dessin, par exemple, pour reprendre des réflexes ou amener la personne à ne pas oublier certains réflexes. Donc, on voit bien que sur ces activités-là, on va maintenant les compléter par un petit jardin, mais un jardin quand même, que j'appelle un jardin thérapeutique. On va y retrouver un certain nombre de choses indispensables qu'on va retrouver chez soi lorsqu'on va, bien sûr, faire du jardinage. Tout ça pour travailler sur les 5 sens, bien sûr, sur les 5 sens comme le bruit, le sentir, toucher. Donc, on va retrouver un certain nombre d'activités comme planter, entretenir, arroser, récolter des fruits et des légumes. Bien sûr, se promener, se poser, éveiller donc les sens. Donc, retrouver tout ce qu'on peut trouver dans son jardin, puisque la plupart du temps, nous avons des gens qui ont une maison et qui ont généralement un jardin qui est adossé à leur maison. Donc, ils ont ce côté, je veux dire, de réflexe d'aller dans leur jardin. Il faut qu'on le retrouve, bien sûr, à partir d'un certain nombre d'activités. Alors ici, sur quelques photos où là, j'ai préservé l'anonymat, on voit un certain nombre d'activités. Alors, tout en haut à gauche, ce qu'on voit des gens avec des pédaliers. Donc, j'ai fait acheter des pédaliers. Alors, pourquoi? Parce que, vous avez compris, je fais des allers-retours assez souvent à Montréal. Et donc, je me suis beaucoup impliqué, vous pensez bien, dans des maisons de répit, genre accueil de jour à Montréal. Ils sont très en avance, là, on va dire, sur cette thématique-là. J'ai parlé surtout du Québec. Je ne parlais pas du restant du Canada, où là-dessus, je veux dire, je ne connais pas. Et de ce que je connais, je sais que le Québec, la province du Québec est très en avance sur cette thématique-là, sur ces problématiques, donc de maladies neurodégénératives. Et on voit bien que l'histoire des pédaliers, j'étais effaré de voir que
énormément d'activités physiques sont pratiquées dans ces centres de répit. Donc, j'ai fait acheter des pédaliers, mais pas que ça, aussi tout un arsenal de ballons et autres matériels pour qu'on puisse faire des activités physiques que je demande de manière obligatoire tous les jours. Il ne s'agit pas d'épuiser les gens, mais à minima, il faut entre un quart d'heure et une demi-heure, de manière ludique, malgré tout. Il faut qu'il y ait cette activité physique qui est importante, bien sûr, pour le cerveau, pour régénérer. Et je reviendrai aussi bien sûr, sur les neurones. Alors après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bien sûr, on a de l'art-thérapie. J'ai une présidente d'une association qui vient régulièrement pour faire de l'art-thérapie, faire bien sûr du dessin, de la couleur, de la peinture. Tout ça aussi, ça remet bien sûr un certain nombre de sens en ordre. On fait aussi bien sûr des présentations des dessins. Donc ça, c'est tout un travail. À partir de là, il y a aussi tous ces jeux d'équilibre qui sont importants. Donc là, c'est fait bien sûr par l'ergothérapeute. Régulièrement, on fait ce genre d'activité, ou elle fait ce genre d'activité, complétée aussi par des activités de groupe. Bien sûr, je n'ai pas mis toute la panoplie de tout ce que l'on peut faire, mais on va dire qu'un certain nombre d'activités, on peut se retrouver soit en individuel, soit en groupe, pour faire bien sûr travailler sur le gestuel, travailler sur la communication verbale, non verbale, coordonner les mouvements. On y retrouvera bien sûr des jeux de société, donc où là, bien sûr, les gens ils sont dans une approche, on va dire, sociétale, dans une proximité pour faire des activités. Voilà. Donc là, j'ai présenté, on va dire, l'accueil de jour, qui a été, je veux dire, l'élément déterminant qui m'a permis d'aller plus loin, de dire, ben, finalement, aujourd'hui, je vois bien que le domicile est important, je vois bien que les gens ils veulent retourner à domicile, mais il faut bien sûr les amener à un accueil de jour pour bien sûr essayer de retarder les effets. Et puis je me suis intéressé un petit peu de plus près à l'évolution de la société en France. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire des stats de quoi que ce soit, je vais regarder simplement comme ça, en figeant un petit peu l'image. En France, qu'est-ce qui se passe? Bien, on va dire que, comme l'a dit Hicham, on a une espérance de vie qui est la plus longue. C'est-à-dire que si on prend les pays européens, alors bien sûr, je vais être très prudent, si erreur il y a de ma part, vous ne m'en voudrez pas, mais bon, là-dessus, je pense ne pas trop me tromper. La France a un pays qui vieillit le plus possible. On va dire qu'on prend, grosso modo, 3 mois par an. Donc, on a une évolution qui est assez forte, puisqu'on a pris à peu près 20 ans d'espérance de vie, on va dire, sur à peu près 40 ans. Environ, ça donne une fourchette. Ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un tiers de la population qui vivra un tiers de sa vie comme senior. Je dis bien comme senior, donc ça veut dire qu'on ne va plus parler de personnes en retraite et autres. On va parler de troisième vie, de quatrième vie, d'une continuité de la vie, mais on voit bien qu'on va changer finalement de paradigme au niveau, bien sûr, de la vieillesse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un tiers de la population va vivre un tiers de sa vie comme senior. Et ce qui est aussi, ce qui va s'accompagner par un vieillissement, qui va s'accompagner aussi par les gens qui vont être relativement âgés, à partir de 75 ans, même si ça reste quand même relativement jeune, on va quand même passer de 6 millions à 12 millions, mais surtout avec une apparition d'environ de 4 millions qui seront de personnes en perte d'autonomie. Et ça, bien sûr, j'y reviendrai, ça va arriver par la nouvelle population qu'on appelle les fameux senior boomers. Si je regarde ce premier graphique à gauche et je le compare aux chiffres, au graphique à droite, on voit que depuis, on va dire depuis 7-8 ans, on a une baisse de la natalité. On est passé maintenant le point de plus bas depuis 1945. Donc, quelque part, ça alerte. Alors, il paraîtrait que l'année du Covid, eh bien, les gens referaient un petit peu plus de bébés. Donc, tout ça, ça a confirmé. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, même si on reste par rapport à tous les pays d'Europe, comme l'Allemagne, entre autres, on reste quand même haut. Malgré tout, on est quand même sur un taux de fécondité de 1,8. On est quand même maintenant limite pour se remplacer. Donc, c'est quand même une donnée qui est importante. Et une autre donnée aussi, c'est que entre le solde, entre les décès et les naissances, on est arrivé au point le plus bas. On n'a plus qu'un solde de 82 000 comparé à un solde qui était de pratiquement 400 000 en 64. Donc, ça donne tout de suite que si on regarde ça, sans, je veux dire, sans faire d'études approfondies, la société, elle va être vieillissante, très vieillissante. À partir de là, va apparaître des pathologies, dont
une qui est celle-là, à mon avis, entre guillemets, qui va être irrémédiable pour certains, c'est ce qu'on appellera les troubles neurologiques. Et puis, bien sûr, une société qui vieillit, et qui aujourd'hui va se retrouver aussi face à une population jeune qui va un petit peu s'amoindrir. Voilà. Si on regarde ce genre de graphique, on voit surtout celle de gauche, avec le vieillissement, on voit apparaître ces fameux problèmes neurologiques. Bien sûr qu'on les voyait moins quand moi j'avais 20 ans ou 15 ans, on les voit maintenant plus apparaître avec le vieillissement. Alors, je vais pas rentrer dans cette thématique des maladies neurologiques, mais on voit bien qu'avec le vieillissement, eh bien, quelque part, ça va amener des troubles, des pertes de mémoire qu'il va falloir prendre en compte. Si maintenant, à ces deux graphiques, j'additionne un graphique qui, celui-là, me tient à cœur pour en avoir écrit un article avec mon épouse dans la revue de gériatrie, les fameux seniors boomers. Alors moi, je fais partie, je ne vais pas vous donner mon âge, mais vous avez tout de suite deviné, je fais partie de la première génération. C'est ce qu'on appellera les années 45-55 ans. 55, pardon. La deuxième génération, 55, 1955, 73. 73, c'est le premier choc pétrolier. C'est là où on commence à avoir un frein économique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces deux générations-là? C'est des générations qui sont issues après la guerre, qui ont bien sûr connu une évolution de la technologie, une évolution des droits de la femme, mais aussi des droits en général, une évolution de la technologie. Je veux dire, moi, quand je suis né, il n'y avait pas de télévision, pas de téléphone. On voit aujourd'hui à quel niveau on se place au niveau de la connectique. Bien sûr, il y a eu la période 68, qui était un peu une période mondiale, qui a libérer certains droits, certains acquis, mais aussi certaines postures individuelles ou pas au niveau de la société, donc au niveau des libertés. Et puis, bien sûr, ces chocs pétroliers, comme je viens de le dire, qui ont freiné un petit peu tout ça. On avait un taux de chômage de 2,5 qui aujourd'hui a plus de 10. Et puis, il ne faut pas oublier que la France est très, très rurale. Donc, ça veut dire cette population-là qui va vieillir, qui veut rester à domicile, j'ai envie de dire comme toutes les générations, mais qui veut rester aussi à domicile, ou que si elle veut aller en EHPAD, eh bien, ne veut pas aller en EHPAD dans n'importe quelle condition, je veux dire, veut aller en EHPAD, je veux dire, avec déjà des désirata, des exigences et autres. Pour assurer, je dirais-tu, les autres générations antérieures, bien sûr, n'ont pas trop envie d'aller en EHPAD. Donc, on voit bien que cette génération-là, qui a évolué avec l'informatique, qui maintenant, on va dire, si je prends mon cas, je veux dire qui n'a pas connu à ma naissance le téléphone et autres, même si je suis encore maladroit en informatique, ben c'est vrai que par rapport à la génération antérieure, eh bien, on est quand même plus amène aujourd'hui de se connecter, de se brancher, entre guillemets. Donc, on voit bien que ces trois statistiques, trois dessins, ben, vont nous permettre aujourd'hui qu'on est face à un vieillissement de la population avec, bien sûr, des volontés, des contraintes. Alors, si je m'intéresse aux maladies neurogénératives, c'est parce que, aujourd'hui, alors je vais être très prudent, aujourd'hui, on sait très bien qu'elles affectent quand même plus particulièrement, on va dire, les personnes qui vieillissent, avec la perte des neurones, avec quand même, alors je ne vais pas trop m'étendre, avec quand même un avantage, une chance aujourd'hui, c'est que au cours du temps, on perd de neurones, alors on peut toujours dire à partir de 20 ans et autres, mais une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est démontré, donc je vais être très prudent, mais là-dessus, je peux être à peu près sûr, mais par contre, on crée des nouveaux neurones. Ça veut dire qu'on est capable de créer des nouveaux neurones, d'en mettre en place, mais il faut les mettre en réseau. Et aujourd'hui, pour les mettre en réseau, ça va passer que par de la stimulation. Donc, ça veut dire que si ces nouveaux neurones, on n'en fait rien, si on ne les met pas en mouvement, si on ne les stimule pas, eh bien, ils vont partir aussi vite qu'ils sont restés. Donc, ça, c'est un point intéressant. Un deuxième point intéressant, c'est qu'il y a eu une paire d'années, il n'y a pas encore si longtemps que ça, jusqu'en 2018, on avait mis l'accent sur le médicament qui pouvait effectivement amener une réponse à ces troubles neurogénératifs, plus particulièrement la maladie d'Alzheimer, et on s'est aperçu que, la mort dans l'âme, que tout ce qui était médicament, eh bien, n'apportait pas la réponse totale.
Alors là, je vais être très prudent parce que là, je vais mettre à dos tous les neurologues parce j'étais à un congrès avec mon épouse à Lille lorsque Mme Buzyn, qui était ministre à l'époque, a pris la décision, bien sûr avec tous ses conseillers, de ne plus rembourser les médicaments pour ce genre de pathologie parce qu'ils sont aperçus que, eh bien, que les médicaments n'étaient pas la réponse totale. Par contre, elle mettait l'accent fort, elle accompagnait fortement toutes les personnes qui amenaient, bien sûr, toutes ces démarches non médicamenteuses de stimulation. Donc, ça veut dire que, sans le savoir, eh bien, on était rentré de plein pied avec mon épouse et tous ceux qui croyaient à ce genre de choses que, eh bien, tout ce qui est démarche non médicamenteuse pouvait être une solution. Enfin, la solution pouvait être une solution, surtout pour retarder, bien sûr, les effets de la maladie. C'est pour ça que j'ai écrit en gros que toutes ces maladies neurodégénératives dont la plus importante, ça va être l'Alzheimer, c'est une maladie cérébrale progressive, donc elle progresse, elle est irréversible. Ça, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas, on peut pas l'arrêter et on ne peut pas la rendre réversible. Qui cause des problèmes de mémoire, de raisonnement, de comportement et de motricité. Je veux dire de mémoire, de raisonnement, de motricité et de comportement. Et le comportement, je mettrai à la fin, je vous dirai pourquoi. En fait, c'est des maladies chroniques invalidantes à évolution lente et discrète, irréversible. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à ce jour, moi, dire que je n'ai pas de signe apparent d'une maladie neurodégénérative, mais qui va peut-être se découvrir d'ici une paire d'années, parce que tout simplement, il y a 5-6 ans, elle a peut-être déjà commencé, je veux dire, à travailler au niveau de mon cerveau, mais on n'a pas les outils suffisants aujourd'hui pour détecter si j'ai cette maladie ou pas. Alors attention aussi, je vais être prudent. Aujourd'hui, on a fait des progrès extraordinaires avec le PET scan, avec les scanners et autres. Aujourd'hui, on est capable de découvrir un certain nombre de choses qu'on n'était pas capable de découvrir il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on est entre 850 000 et 1 million de personnes atteintes déclarées en France. On estime aujourd'hui des gens qui ne sont pas déclarés parce que pour une raison, parce que c'est tabou, parce qu'on ne veut pas le montrer, parce qu'on ne veut pas l'accepter, parce qu'on est dans le déni. Eh bien, aujourd'hui, on est à peu près à 3 millions de personnes aujourd'hui qui relèvent de ces pathologies-là. Donc, en clair, rapidement, on va dire de ces maladies neurodégénératives, la plus importante, il y a une paire d'années, on parlait surtout essentiellement de la maladie d'Alzheimer. On disait que quelque part, c'était une maladie, je veux dire, qu'on pouvait attraper par hasard, alors que maintenant, on en dit clairement que quelque part, c'est quand même lié à la vieillesse. À partir de là, la maladie d'Alzheimer, on peut aussi l'attraper, pas uniquement aussi d'une manière génétique, parce que là, rien n'est encore démontré, mais surtout aussi par des accidents cérébraux. Par exemple, on s'aperçoit que quelqu'un qui joue au football, qui fait beaucoup, je veux dire, des coups de tête, eh bien, peut occasionner des lésions qui peuvent amener, bien sûr, un dérèglement, un dérangement au niveau cérébral, au niveau du cerveau. On peut aussi, la lutte, la boxe qui est aussi un exemple assez flagrant. Alors, la boxe, mais aussi le sport américain, où on découvre un nombre de personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer ou apparentées. Le football américain, oui, comme j'ai dit. Donc, à partir de là, on va dire tout ce qui est maladie d'Alzheimer, c'est les problèmes de mémoire, de raisonnement et de comportement. Donc, ça s'aggrave bien sûr avec le temps. C'est la première, on va dire, c'est la première maladie qui représente de toutes les maladies. La deuxième, qui aujourd'hui, on n'en parlait pas de trop, on disait finalement c'est quelques cas, mais aujourd'hui, qui ne se limite pas à quelques cas, c'est ce qu'on appelle la maladie de Parkinson. C'est-à-dire c'est l'histoire de tremblements, ça attaque bien sûr les muscles et autres, et on s'aperçoit que c'est un problème aussi neurologique qui est aussi lié à ces tremblements. Et on voit bien que dans la queue de jour, avant je prenais que des gens qui étaient détectés ou qui étaient, détectés Alzheimer. Maintenant je prends aussi des gens qui ont des problèmes de maladie Parkinson. La troisième cause, enfin troisième démence, même si je ne veux pas utiliser ce mot-là qui a un petit peu une connotation un peu négative, c'est ce qu'on appelle les démences à corps de Lewis. C'est un peu on va dire, c'est des gens qui sont à la fois, qui relèvent des symptômes Alzheimer ou Parkinson. Et ce qui arrive aussi, le quatrième, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les AVC, les accidents cardiovasculaires, les AIT, c'est-à-dire que là, eh bien, par un accident vasculaire, eh bien, ça va faire des lésions cérébrales qui vont être localisées, bien sûr, dans le cerveau. Donc, si je prends un exemple dans
de ma belle-mère, eh bien, avec des AIT, elle n'a pas Alzheimer, elle n'a pas, bien sûr, elle ne relève pas de Parkinson et autres, mais elle a des pertes de mémoire qui aujourd'hui engendrent, avec bien sûr la vieillesse, eh bien, engendrent aujourd'hui des troubles neurogénératifs eh bien, d'un certain niveau, comme certains oublis, j'y reviendrai, qui sont dans le temps proche par rapport au temps éloigné. Et puis enfin, le cinquième, plus rare, c'est ce qu'on appelle les démences frontotemporales, c'est-à-dire ça touche principalement les lobes, le lobe frontaux, le lobe frontal et temporal, donc la partie antérieure et latérale du cerveau. Et là, ça agit surtout sur le comportement. Ça veut dire que pour les autres, on va dire qu'on est face à une perte de mémoire qui va s'accélérer, qui va après engendrer des problèmes un peu gestuels, alors que là, ça va attaquer d'emblée le comportement de la personne, où là, on va être un dérèglement au niveau du contrôle de la personne. Et ça, c'est beaucoup plus délicat, je veux dire, à trouver aujourd'hui des solutions. Voilà sommairement, les maladies. Alors, pour cela, il faut, entre guillemets, faire une mesure. Il faut savoir un petit peu, c'est pas tout d'avoir une maladie d'Alzheimer. Est-ce que je suis au niveau précoce? Est-ce que je suis au milieu de la maladie? Est-ce que je suis à la fin? Donc, il y a tout un travail qui a été fait par les neurologues. Alors, il y a un travail qui a été fait, entre autres, par Barry Rasberg, mais je pourrais en trouver d'autres, comme Serge Gauthier qui est à Montréal. Donc, on a essayé un petit peu de trouver une échelle, une graduation qui va permettre de passer. Est-ce qu'on va passer du niveau 1 au niveau 7? Alors, je vais expliquer un petit peu. On va dire le niveau 1, ça veut dire que je n'ai pas de déficit cognitif, donc on va dire que là, rien d'apparent. Ça ne veut pas dire que sous-jacent, à un moment donné, la maladie, je peux l'avoir, mais qu'elle va se développer, mais on va dire le stade 1, on va dire que normalement, il n'y a pas de souci. À partir de là, on a le stade 2, on a commencé à avoir des déficits cognitifs légers. Alors, je ne vais pas tout lire. Donc, on a un déclin de la mémoire, une perte de la mémoire, des oublis de noms. Alors, je vais rassurer tout de suite, ça m'arrive d'oublier un nom, ça m'arrive d'oublier des personnes. Ce n'est pas grave si ça revient 5 minutes ou 10 minutes après. Je veux dire que quand on commence à avoir des pertes qui sont un petit peu plus prononcées, et que là, ça se mesure, ça peut s'évaluer par des bilans neurologiques, je veux dire, c'est là qu'on peut voir apparaître un début, bien sûr, de troubles neurologiques. Alors, aucun symptôme de démence n'est détecté lors de l'examen médical ou par des amis. Donc là, on voit bien qu'on peut faire un PET scan. Peut-être que là, ça peut être décelé, mais on voit bien que quelque part, il y a des choses qui s'observent, généralement par le conjoint. C'est pour ça que c'est important, bien sûr, d'être, entre guillemets, je veux dire, d'être en couple. Je ne demande pas des gens d'être en couple, mais surtout d'observer l'autre. Et c'est ça qui est important. Après, on a le stade 3, c'est déficit cognitif léger. Les déficits sont multiples, se perdent, baisse de la performance, difficulté de trouver les mots et les noms. Donc là, on voit bien que là, on rentre dans quelque chose qui se prononce. Et là, pareil aussi, pour l'avoir vécu, on est toujours dans le déni. C'est-à-dire qu'on ne veut pas admettre que la personne elle a des pertes de mémoire, qu'elle ne cherche pas, ne trouve pas ses mots, etc. Alors que c'est dans les phases 2 et phase 3 qu'il faut tout de suite prendre l'affaire très au sérieux, se retourner vers les neuropsychologues, entre autres, et vers, bien sûr, des structures type accueil de jour pour pouvoir tout de suite travailler par de la stimulation, bien sûr, sur ces déficits neurologiques. Alors après, on arrive au stade 4, qui est le stade un peu charnière parce que quelque part, on peut rester à domicile, être accompagné, alors qu'on rentre quand même dans une connaissance réduite des événements récents de l'actualité, on a des lacunes dans les souvenirs, on a des troubles de la concentration, mais surtout, on a un problème d'orientation dans le temps et des lieux. Et donc, la stade 4, c'est je reste à domicile ou bien je peux commencer à rentrer dans ce qu'on appellera les structures type EHPAD. Et puis alors là, je rentre dans le stade 5 et 6, et là, on va voir que c'est déficit cognitif relativement sévère, et là, on est vraiment en structure. C'est très difficile de rester, je veux dire, à domicile. Et puis, généralement, vous avez le stade 7, mais généralement, les gens ne vont pas au stade 7. Alors, tout ça, c'est par du témoignage que je vous parle. On voit que le déficit, bien sûr, cognitif très sévère quand on est au stade 7. Généralement, les gens ils décèdent avant par des chutes ou autres accidents liés déjà aux effets du stade 6 avant d'arriver au stade 7. Alors, bien sûr, tout ça, il ne faut pas en faire une règle générale, mais c'est ce qu'on découvre. Alors, je vais donner un petit exemple pour terminer là-dessus. Si je prends mon SIAD, on a à peu près 55 patients à domicile. Sur les 55 personnes, on a à peu près 80% de personnes aujourd'hui qui relèvent d'une maladie neurodégénérative.
Et si je prends d'autres EHPAD, je veux dire, dans ma proximité, on est sur de l'ordre à peu près de 80 à 90%. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, oui, alors je ne sais pas, oui, au niveau de l'EHPAD, c'est un établissement hospitalier EHPAD pour personnes âgées dépendantes. Hein, c'est-à-dire, on va dire, c'est ce qu'on appellera une maison de retraite. Voilà, hein, c'est-à-dire on est en structure. Donc, ça va faire le lien. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, en France, donc j'y reviendrai, il va falloir trouver des structures d'accueil selon qu'on est au niveau, alors je ne dis pas au niveau 1, parce qu'on peut rester à la maison sans problème, au niveau 2 jusqu'au niveau 7. Donc, on va essayer de voir comment en France, à ce jour, on y répond, mais aussi de voir à ce jour comment on peut y répondre mieux si on souhaite que les gens restent à domicile le plus longtemps possible. Ça veut dire que si aujourd'hui, eh bien, avec le vieillissement de la population, eh bien, on prenait les gens en charge dans les EHPAD, dans ces maisons de retraite, à l'heure actuelle, avec la même logique, il faudrait construire, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère, il faudrait construire 1000 établissements. Vous pensez bien que 1000 établissements à construire au niveau financier, ce n'est pas possible. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec le vieillissement, c'est pour ça qu'on parle en France du 5e risque, qu'on estime entre 20 et 50 milliards, qui aujourd'hui est reporté d'année en année, parce qu'aujourd'hui, ça va être un gouffre, entre guillemets, financier pour, bien sûr, la prise en charge. Alors, donc, j'ai expliqué ces pathologies. Donc, à partir de là, on va rentrer maintenant de plein pied dans ce qu'on appellera les démarches de stimulation cognitive, des activités de la vie quotidienne et des activités physiques. Alors, tout ça, c'est intéressant parce que les pays anglo-saxons sont très en avance. Et là où on voit que les pays anglo-saxons commencent maintenant à parler d'activités psychosociales. Donc, ça veut dire qu'on voit bien qu'ils commencent maintenant à rentrer de plein pied dans ce genre de démarche pour pouvoir continuer à stimuler les gens pour surtout ralentir les effets de la maladie à partir, bien sûr, de ces stimulations-là, que j'appellerai, bien sûr, intellectuelles, physiques et des activités de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'il faut sans arrêt retrouver des réflexes de la vie, mais aussi travailler sur ce qu'on appellera la réserve cognitive, c'est-à-dire la réserve cérébrale, c'est celle qu'on a à la naissance, celle-là on ne peut pas être trop y toucher, c'est ce qui va nous permettre de développer un certain nombre de compétences, de savoirs, etc. Et puis celle qui va surtout nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive, c'est celle-là, bien sûr, qu'on apprend, bien sûr, à utiliser à l'école depuis le plus jeune âge. Ce n'est pas pour rien qu'on apprenait à prendre des récitations par cœur, des tables de la matière, des tables par cœur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a nos tablettes et autres. Eh bien, il faut faire travailler la mémoire depuis le jeune âge pour travailler sur cette réserve cognitive le plus longtemps possible, d'être dans le mouvement le plus longtemps possible pour, bien sûr, retarder ces effets de cette maladie qui, un jour ou l'autre, avec la vieillesse, nous touchera irrémédiablement. Donc, du coup, on a tout intérêt à travailler sur cette réserve cognitive. Alors, d'après des études que je lis ici et là, ça veut dire que le fait de continuer les études le plus longtemps possible, d'après, bien sûr, des études, à partir des études de cas, il s'avère que les gens qui ont continué leurs études le plus longtemps possible, quelles qu'elles soient, eh bien, ça permet à ce jour de retarder ce genre de pathologie, les effets surtout, bien sûr, comment je veux dire, sur les personnes qui sont concernées. Alors, à droite, bien sûr, les différents ateliers de stimulation cognitive, les mises en situation collective, les activités de la vie quotidienne, autres activités comme l'art-thérapie, les sorties, les visites, la musicothérapie, donc un certain nombre d'activités que je n'oublierai pas aussi, ce qu'on appelle la médiation animale, ça c'est très important. En fait, on va travailler sur le raisonnement, la connaissance, la logique. La connaissance superficielle, c'est celle-là qu'on n'arrive pas à imprimer quand on nous dit quelque chose à quelqu'un qui a ce genre de pathologie. Eh bien, 10 secondes après, si ce n'est pas 3 secondes, elle a complètement oublié. Par contre, celle qu'on a, pas du mal, mais celle qu'on oublie moins, c'est sur les habilités, ce qu'on appellera les connaissances profondes, l'expérience, le savoir-faire, ce qu'on a appris tout au long de sa vie, mais aussi des souvenirs antérieurs. Il y a un film remarquable, je vous conseille de voir, c'est La Finale, qui est sur une personne qui est malade, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, avec Thierry Lhermitte, qui s'appelle La Finale, qui vraiment, sans voyeurisme, montre un peu cette pathologie-là et comment ça peut engendrer des perturbations, bien sûr chez cette personne, mais aussi au niveau milieu familial.
Donc ça, c'est intéressant de voir que sur ces connaissances superficielles et profondes, eh bien, il y a de quoi travailler. En fait, si on veut mettre en place ces stimulations, ben, il faut mettre en place un environnement propice, un environnement qui va permettre à la personne de retrouver ses repères. Donc, il faut que l'environnement il soit capacitant, ça veut dire qu'il va permettre ben, tout simplement de faciliter les réflexes d'apprentissage, d'apprenage, d'apprenage, et puis ou surtout pas d'apprenage, mais de mémoriser un certain nombre de réflexes, de savoir, de savoir-faire ou de compétences. En fait, ce qui nous intéresse, nous, ça va être surtout et ça c'est important, même si on l'écrit, on a encore du mal à le faire, il faut prendre la personne, c'est pour ça que j'ai écrit, la personne dans sa globalité. Ça veut dire qu'il ne faut plus voir la personne uniquement avec sa pathologie, il faut voir la personne entièrement dans sa globalité, comme une personne entière avec laquelle on va bien sûr échanger, travailler, bien sûr qu'on va motiver, bien sûr que l'on va accompagner dans des certains nombres d'activités, mais en tenant compte surtout son histoire de vie, ses préférences, ses loisirs, ses souhaits. Donc il y a tout un travail avec la neuropsy, bien sûr avec l'ergothérapeute, pour bâtir des programmes individualisés de stimulation d'activité. En fait, c'est renforcer les aptitudes encore présentes chez la personne qui certes vont aller en diminuant. C'est plus la peine de chercher à compenser des déficiences perdues qui de toute façon n'apportera pas grand-chose à la personne puisque de toute façon on n'en aura pas besoin, plus besoin pour vivre. Donc on voit bien, il va falloir travailler sur les activités, enfin sur les aptitudes qui restent, surtout pour qu'elles puissent continuer dignement au niveau de la vie. Donc c'est stimuler bien sûr celles restantes pour que la personne prenne plaisir à continuer à vivre au domicile. Alors rapidement, les possibilités que nous avons en France, donc de deux ordres, soit je suis à domicile, on va dire c'est l'accueil de jour autonome, c'est on va dire on va prendre la personne qu'on va nous amener pour une journée pour faire un certain nombre d'activités, donc là on voit bien ce genre de choses qui se développent, mais parallèlement à ça, il y a ce qu'on appellera les équipes de soins de gérontologie, c'est-à-dire ce sont des aides-soignantes qui vont à domicile de la personne pour faire des certaines animations pendant un certain temps, pendant des périodes données de la journée, qui va donner un petit peu de répit, mais qui va surtout, et ça c'est assez nouveau, qui va surtout stimuler la personne parce que normalement on va supposer qu'elle est en début de la maladie, pour qu'après, tout doucement, eh bien, elle puisse, selon l'avancement de la pathologie, puisse venir, bien sûr, à l'accueil de jour. Parallèlement à cela, alors c'est tout nouveau, c'est ce qu'on appelle les relayeuses que j'ai mis en bas, ce qu'on appellera le baluchonnage, ça s'est développé au Québec, c'est-à-dire c'est une personne, une aide-soignante généralement, ou une aide à domicile, qui va aller carrément à domicile pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est-à-dire un certain nombre de journées, qui va permettre à la personne, l'aidant qui va accompagner, de prendre un peu de répit, pour que, bien sûr, la personne soit prise en charge par la relayeuse. Alors, on n'a pas marqué baluchonneuse parce que le baluchonnage, c'est quelque chose qui est protégé, bien sûr, au Québec, donc on parlera plus de relayeuse. Aujourd'hui, on a, au niveau expérimental, pour l'instant, ça ne s'est pas, pour ainsi dire, répandu au niveau national. Ce sont des expérimentations qui se font ici et là, selon les départements. Alors, bien sûr, je mettrai aussi le service de soins à domicile, tel que je l'anime, où là, on a maintenant effectivement de plus en plus de gens touchés par cette pathologie-là. En structure, que j'appellerais donc en maison de retraite, on a cette fois les gens qui viennent dans la structure, qui sont au début de la maladie, on va dire sous le niveau 4 par exemple, eh bien on va mettre en place ce qu'on appellera des pots d'activité de soins adaptés. Donc là, on va dire qu'on va les mettre dans un lieu où on va faire un certain nombre d'activités, mais elles peuvent repartir dans leur chambre sans problème. Ça veut dire que c'est à des moments de la journée, on va les regrouper pour faire des activités comme on pourrait faire parallèlement à l'accueil de jour, sauf que la personne reste à demeure bien sûr dans la structure. Il y a bien sûr l'accueil de jour qui va permettre d'avoir des personnes qui viennent de la structure, mais aussi des personnes qui viennent de l'extérieur. Et puis quand on arrive à des niveaux 5 ou 6, où là, la personne, il faut la mettre vraiment en sécurité, on va la mettre ce qu'on appellera une unité de vie protégée, c'est-à-dire c'est un lieu où chacun a sa chambre d'une manière distribuée autour de salles communes où les gens sont à demeure, avec du personnel à demeure, bien sûr, qu'on va changer,
pour y faire un certain nombre d'activités, des activités qui vont correspondre bien sûr à l'évolution de la pathologie. Donc l'UVP, on va dire que là, eh bien, la personne ne pourra pas aller bien sûr se mouvoir comme elle le pourrait, je veux dire, pour une personne autre, je veux dire, dans l'EHPAD. Voilà un petit peu les réponses actuellement. Mais je pourrais y revenir aussi dans les questions. Alors, de tout ça, bien sûr, moi d'emblée, quand je dis moi d'emblée, avec mon équipe, on s'est inscrit depuis le début, bien sûr, sur le domicile. Alors, si on fait le point sur le domicile, alors rapidement, on va dire, de rester chez soi, on va dire, ça déforce. Pourquoi? Parce que tout simplement, et je le vois bien, on est bien sûr, on peut garder ses repères, bien sûr, on est dans le lien social, on est bien sûr, le résident, là où on habite, on n'est pas désorienté, je veux dire qu'il y a certains avantages. On a aussi la liberté maximum de faire ce qu'on a envie. Si on a envie de se lever à 8 heures, on se lève à 8 heures. Si on a envie de se lever à 9 heures, chose qu'on ne va pas retrouver, bien sûr, dans les maisons de retraite et autres. Donc, on voit bien qu'il y a une sacrée force de rester chez soi. Donc, on voit bien, on peut continuer à avoir des habitudes à domicile, des activités. Par contre, ça a des faiblesses. Ça a des faiblesses puisque, eh bien, quand on est seul, si on a un accident, ben là, la probabilité, bien sûr, d'avoir un accident, mais aussi d'avoir les secours rapidement, ben, si on n'a pas des moyens, je veux dire, de tout ordre qui vont nous permettre de détecter que j'ai fait une chute, eh bien, on peut trouver des situations assez dramatiques, comme quelqu'un qui va faire une chute, qui peut être coincé entre le mur et le lit, et puis d'être découvert un certain nombre d'heures, voire une journée après, si bien sûr on n'a pas pris les précautions nécessaires ou si personne ne vient à domicile pour voir si la personne a chuté ou pas. Alors bien sûr, on n'a pas cette surveillance, elle n'est pas continue, on a un isolement du résident, donc parfois peu de liens sociaux, et puis il y a bien sûr une non-régularité des besoins. Donc on voit bien, c'est le point, un peu le point névralgique, le point faible bien sûr de rester à domicile. Alors, si l'intérêt de rester à domicile, ça a des forces, mais c'est aussi des menaces, ça veut dire que quelque part, on voit bien que certains organismes, entre autres, ont bien compris qu'il va falloir prendre en charge ce vieillissement, prendre en charge les seniors, et on voit bien éclore, émerger un certain nombre de ce qu'on appellera les maisons de seniors, ce qu'on appelle les habitats partagés, les habitats inclusifs, bien sûr, on va dire des villages pour seniors, parce que là, il y a un côté lucratif, bien sûr, il y a un côté aussi qui va être sécurisant pour apporter une réponse à ne plus rester chez seul à domicile. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui se développent pour prendre en charge ces personnes-là. Alors, l'opportunité de rester à domicile, c'est que surtout, on peut continuer à, bien sûr, avoir des activités. Elles ne sont pas stoppées, elles sont toujours actives. Par la force des choses. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que le résident, il existe, il a une identité, alors que quand il rentre en structure, en EHPAD, eh bien, il n'appartient plus à lui-même, on le voit bien. Alors c'est peut-être dur ce que je dis là, mais c'est pour le vivre. On voit bien que c'est le personnel soignant qui le prend en charge. On a carrément mis à distance les dents, le proche aidant, alors que quand on reste à domicile, on voit bien que eh bien, la personne existe toujours comme identité. Les effets de la maladie, bien sûr, peuvent être retardés à partir du moment où la personne est en activité. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, les gens cherchent à rester à domicile, restent à aller vers un chez-soi. Alors, comme je parlerai un petit peu tout à l'heure de tout ce qui est système informatique, la connectique, etc., on va dire qu'il y a à peu près 20 ans, on s'est intéressé à ce genre de choses où on disait, moi, je vais commencer à habiter au rez-de-chaussée, parce que si je sais que si je vais vieillir, je vais avoir du mal de monter les escaliers. Je vais commencer à monter une salle de bain, une salle de bain à l'italienne, de plein pied, parce qu'on ne sait jamais. Ça veut dire que, de manière un peu caricaturale, alors quand on me disait ça, je dis, ah bon, tu sais déjà comment tu vas vieillir, tu sais déjà ce dont tu vas avoir besoin? Non, mais comme tout le monde le fait. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut repenser le domicile, non par anticipation, mais de voir exactement qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre, qu'est-ce que j'ai besoin comme mouvement, comme activité.
ou autre, pour pouvoir continuer à avoir ce plaisir à vivre. Alors tout ça, ça reste très philosophique, tout ça, ça reste très théorique, mais on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, il ne s'agit pas de changer complètement son logement, mais de le repenser autrement en fonction de l'évolution de sa pathologie. Nous, pour l'instant, nous, on est au premier étage, on monte et on descend assez souvent. Dans la journée, on a monté au moins 10 fois, si ce n'est pas 30 fois. Eh bien, c'est toujours ça en moins, je veux dire, qui peut être compensé de la marche ou autre, et c'est-à-dire que quelque part, on est dans l'activité physique. Alors, rapidement, quelques transparents où là, je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans le détail. On voit bien l'évolution de la technologie, et je crois qu'aujourd'hui, on est rentré dans l'ère du biologique. On est bien sûr entré dans l'ère de la technologie. Je crois que là-dessus, il n'y a plus rien à démontrer. Et on voit bien que le numérique et les nouvelles technologies, cette révolution numérique, l'arrivée des réseaux sociaux, le Facebook, Twitter, Instagram, la robotique, la connectique, si je prends les objets comme Internet, les IoT, c'est-à-dire ces objets connectés, les nanosciences, les nanotechnologies, les biotechnologies, si je vois l'évolution de toutes ces technologies-là, eh bien, ça va nous permettre de mettre en place le concept, bien sûr, de l'interface homme-machine. Bien sûr, quand on regarde au niveau de l'entreprise, si je prends l'usine du futur 4.0, on voit bien que la machine et l'homme, il y a longtemps qu'on a déjà réfléchi à ça. Nous, simplement, il s'agit de le mettre au service de la personne qui va être à domicile et voir, à partir de cette technologie-là, comment je peux avoir un suivi médical, c'est-à-dire ou en présentiel et à distance. Ça veut dire comment, à un moment donné, on peut très bien faire de la téléconsultation. Le Covid nous a démontré qu'on est passé quasiment de 50 000, 100 000 à 900 000 en quelques mois de la téléconsultation. Est-ce que c'est la solution idéale? C'est une solution à prendre en compte. Alors, il y a aussi la liaison numérique. On va parler de e-santé. Donc, on voit bien qu'on a aujourd'hui des possibilités qui vont nous permettre à réfléchir sur comment va être pas le domicile du futur, mais le domicile du futur individualisé, personnalisé à la personne que je suis. Moi, je ne veux pas que les autres pensent à ma place. Je ne veux pas que les autres réfléchissent à ma place. Moi, je veux, donc je pourrais bien sûr, c'est un vœu pieux, je veux réfléchir à mon vieillissement, comment moi je vois mon vieillissement, bien sûr, tant que je pourrai, tant que j'aurai la force, bien sûr, d'y réfléchir. Ce qui est important aussi, c'est que ces outils-là vont permettre aussi d'avoir un plus pour le lien social, la sécurité. Si je prends un exemple en EHPAD, ma belle-mère qui est en EHPAD pendant le Covid, pas moyen de la voir. Si on avait eu des tablettes, bien sûr, dans la chambre, si on a vu une certaine possibilité de connexion, eh bien, on pourrait la voir quasiment tous les jours, bien sûr, pour éviter, bien sûr, cet isolement qui est terrible, qui est néfaste pour, bien sûr, ces personnes qui sont atteintes. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, que ces outils-là peuvent amener un plus que la télévision, c'est-à-dire que la personne qui est toute seule devant la télévision, avec la connectique, avec les tablettes, avec l'Internet, on va redonner du lien social, par exemple. Voilà, donc en fait, ce qu'il va falloir aujourd'hui imaginer, penser, construire, bâtir, c'est le Seigneur qui ne veut plus être un client de multiservice. Ça veut dire que si on prend encore maintenant, quand une personne commence à avoir des problèmes d'autonomie, eh bien, on va prendre une grille GIR, on va essayer de voir tous les points qui je veux dire, sont en perte d'autonomie et on va les compenser, un peu comme si je faisais un jeu avec les médicaments, eh bien, de voir qu'est-ce que je vais mettre, entre guillemets, comme prothèse pour pouvoir accompagner la personne. Donc, la personne qui ne veut pas être prise en charge, qui, elle, veut se prendre en charge elle-même, elle va non plus regarder avec les multiservices qu'on va mettre à ses dispositions, mais c'est de voir, elle, qui est le meilleur utilisateur expert de son domicile, et comment elle veut vivre finalement son degré d'autonomie. Alors tout ça, c'est bien sûr, ça reste un peu théorique, toujours pareil, philosophique, sociétal et autres, mais on voit bien aujourd'hui qu'il va falloir inclure le Seigneur dans sa continuité de vie pour l'amener lui-même à se prendre en charge, certes accompagné, pour que bien sûr il puisse vieillir le mieux possible. Alors, des exemples de recherche rapidement sur un slide, c'est un premier travail de thèse que je fais en collaboration avec l'ETS de Montréal et puis McGill.
Alors, ce qui est intéressant là-bas, on va prendre Serge Gauthier, vous regardez sur Internet, qui est quand même une personne qui est reconnue au niveau du Canada, voire maintenant internationalement, sur tout ce qui est maladie neurodégénérative. Donc, quand je suis allé, je suis allé le rencontrer, je lui ai dit ce que je faisais, et je lui ai dit que j'avais envie de développer ce genre de choses dans l'école d'ingénieur. Et lui, il a tout de suite dit, moi, j'adhère tout de suite. Si on peut encadrer un doctorant, bien sur vos thématiques, informatique et autres, eh bien, ça m'intéresse fortement. Donc, on n'a pas regardé si j'étais médecin ou pas pour, bien sûr, travailler ensemble. Alors là, un travail qui va se terminer, un travail de recherche, c'est d'essayer de voir la personne qui est à domicile, qui est en début de maladie, comment on peut mettre en place une détection et de suivi automatique de l'activité de prise de repas chez la personne âgée à domicile atteinte de troubles. C'est-à-dire la personne va oublier de manger, va manger de trop, va avoir tendance à manger plusieurs fois dans la journée. Donc, on va essayer d'avoir entre guillemets une traçabilité tout en respectant bien sûr la personne. Donc, il ne s'agit pas de la filmer, il s'agit simplement de trouver des points, repères, qu'on va essayer de répertorier pour imaginer si la personne elle a mangé une fois ou plusieurs fois, si elle est allée plusieurs fois dans le buffet ou pas. Donc, c'est un travail embryonnaire de recherche, c'est un travail de début, c'est un travail où aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus à notre connaissance, mais qui va, à mon avis, ou qui se développe. Il s'agit bien sûr de respecter la personne, bien sûr tout ce qui est la CNIL, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la protection des données, la protection bien sûr de la personne. Un autre travail de recherche qui a pas mal marché pour avoir eu des présentations, qui va donner lieu à un article en Master 2 avec une étudiante qui a travaillé sur la queue de jour, sur les activités physiques, pour essayer de voir sur les activités physiques et bien sûr les activités de la vie quotidienne, à un moment donné, bien, en fonction de leurs possibilités, de leur motivation et autres, à partir de l'importance de certaines activités, comment on peut regrouper les gens, soit par petits groupes, soit en grands groupes, soit en individuel. Donc, il y a eu tout un travail, je veux dire, sur tout ce qui est analyse multicritère. Certes, ça donne un travail théorique, mais avec un côté applicatif, avec quand même une ergothérapeute qui joue le jeu, qui essaye de voir, à partir de ce qu'on lui propose, de voir éventuellement, bien sûr, comment elle peut mettre en œuvre ces résultats-là, sachant très bien que l'ergothérapeute aura la main sur la décision à prendre. Nous, ce ne sont que des aides à décision. J'ai parlé de tout ce qui est technologie. Je vais parler maintenant de l'aidant, du proche aidant. Je vais donc présenter rapidement l'aidant. Aujourd'hui, l'aidant, c'est la personne, entre guillemets, qui souffre, qui prend en charge la personne atteinte de maladies neurodégénératives, donc qui porte un fardeau dont on essaye de mesurer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire ce qui est surtout mis en place par les gouvernements, jusqu'encore maintenant, c'est du répit. C'est-à-dire, on va essayer de voir comment on peut amener du répit à cet aidant, ce proche aidant, qui va s'épuiser, qui généralement décède avant la personne. C'est d'essayer de voir comment on peut, bien sûr, amener du répit. Et donc, à partir de là, c'est de se dire que si elle subit de manière passive, alors tout ça, bien sûr, c'est très théorique, c'est facile à dire, mais c'est par l'observation, par aussi par du vécu, eh bien, qu'on peut voir si on peut améliorer les choses ou pas. Ça veut dire que si l'aidant, on le forme, si on l'accompagne, si on lui dit qu'il peut prendre en compte un peu mieux, je veux dire, la personne dans la compréhension aussi, dans l'accompagnement de l'aider, si quelque part on l'amène à être un petit peu un expert, je veux dire, de cette pathologie-là, eh bien, il peut très bien amener, bien sûr, l'aider qu'il va prendre en charge, un petit peu, je vais dire, différente. Ça veut dire que quelque part, s'il est formé, s'il est informé, si bien sûr on lui donne des nouveaux droits, si bien sûr on l'accompagne sur cette expertise-là, eh bien, il va avoir un regard, comme je dis, un petit peu différent et il va être surtout plus actif et se centrer beaucoup plus sur la relation avec le proche aidant aidé, ça veut dire avec l'aidé, pour trouver en couple comment je vais mieux accompagner l'aidé. Et donc, ce qui nous amène à mettre en place, à trouver des moyens de mieux mettre en place ce qu'on appellera le couple proche aidant expert aidé, qui va surtout rentrer dans cette fameuse loi ASV, c'est-à-dire d'adaptation de la société au vieillissement, donc en 2015, qui est surtout de resituer le couple dans le groupe familial, améliorer le relationnel entre le proche aidant et l'aidé, et surtout de
comment je veux dire, faire réapparaître ou, je veux dire, donner sa place complètement à l'aidant pour qu'il ne soit plus, je veux dire, mis à l'écart, comme ça encore trop lieu encore en France, je veux dire, du monde médico-social, etc. Et c'est-à-dire que là, on est bien sur un couple proche aidant et aidé, expert, ce qui est aujourd'hui un des enjeux importants. Alors tout ça, ça va définir des nouveaux besoins du proche aidant, du rôle d'assistance à un rôle actif. Donc, c'est d'être intégré dans le milieu médico-social et de la santé. Je vous rassure tout de suite, je n'engage que moi, mais par observation de ce qu'on peut observer dans les maisons de retraite, j'appelle les EHPAD, les maisons de retraite, on a complètement isolé ces personnes âgées. Bien sûr, on peut le comprendre par sécurité vis-à-vis de la Covid, mais on a carrément isolé les personnes qui, bien sûr, se sont dégradées de manière rapide, puisqu'il n'y avait plus de lien social avec leur famille et autres. Je parlais bien sûr du domicile, le domicile du futur. Pour l'instant, on a une idée de comment il va être. On n'a pas la solution. C'est donc là, on va s'apercevoir que finalement, si on veut réfléchir au domicile du futur, il faut le repenser non plus uniquement par du matériel. Il faut regarder à partir d'outils comme les fonctionnels, quelles sont les fonctions qu'on va attendre de ce domicile-là, mais surtout en mettant l'acteur principal, bien sûr, l'aider au milieu, bien sûr, du domicile, pour voir un petit peu ses besoins, ses envies, mais aussi de le voir aussi en termes d'acteurs. Je veux dire, il peut être un acteur quand il va être dans le jardin, qui va être un acteur différent quand il sera dans sa cuisine, c'est-à-dire de regarder un petit peu qu'est-ce que ça va amener comme activité, nouvelle activité, bien sûr, en rapport avec la personne, de comment elle veut vieillir. Donc ça va être important. Et aussi de trouver des solutions pratiques, je veux dire, adaptées à la personne, non pas de faire de la domotique comme on a vu, mais de réfléchir un petit peu à partir des capteurs et autres, à partir d'un certain nombre de solutions technologiques, comment on peut, finalement, dans un cas bien particulier, on va trouver pour une personne particulière quel pourrait être le domicile du futur. Alors ce travail-là, c'est un travail embryonnaire qui commence, c'est un travail sur lequel on a déjà commencé à réfléchir avec Hicham, dans le cas des 24 heures pour innover. Donc, on va essayer à partir de là de réfléchir avec les étudiants en posant bien sûr le problème, comment les jeunes étudiants, comment ils peuvent réfléchir sur le domicile du futur sans que déjà ils aient des a priori, sans qu'ils imaginent aussi comment vieillir parce qu'ils ont l'âge qui est là, donc ce n'est pas pour l'instant une préoccupation. Donc, comment ils pourraient imaginer ce domicile du futur avec des différentes solutions pour permettre finalement à changer carrément de paradigme, changer carrément d'orientation, ou comment je veux dire, de point de vue, de point de vue du domicile tel que nous, on pourrait l'imaginer si je vieillis. Alors tout ça, bien sûr, ça reste dans le cadre d'un travail de recherche, ça reste dans un travail, je veux dire, précurseur, innovant, à venir. Pour l'instant, on va dire, il n'y a pas de solution que je puisse trouver ici et là, si ce n'est que des embryons de solutions de domicile avec bien sûr des objets connectés et autres. Tout ça, c'est bien. Il faut aller au-delà pour imaginer comment je pourrais vieillir avec ma pathologie qui est propre à moi-même, différente de mon voisin, et comment je vais pouvoir, de manière harmonieuse, vivre dans mon domicile. Donc, pour terminer sur une première présentation, finalement, il va falloir travailler sur le proche aidant expert, c'est-à-dire l'aidant, il va falloir aussi qu'il évolue, bien sûr, dans sa prise en charge, surtout dans l'accompagnement, de nouvelles missions, bien sûr, dans son expertise, s'impliquer davantage dans ce qu'on appellera les démarches non médicamenteuses, pas qu'à l'accueil de jour, c'est ce que je leur dis aux aidants, c'est d'avoir une continuité des activités, même si, quelque part, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est aussi par cet investissement-là que ça peut contribuer, bien sûr, à ralentir les effets. Sur la personne atteinte, sur les démarches médicamenteuses, donc ça c'est important, de connaître bien sûr le niveau, bien sûr, des troubles neurologiques pour mettre en place des programmes individualisés qui peuvent être faits par le proche aidant, mais aussi bien sûr à l'accueil de jour. Et bien sûr, l'utilisateur expert, c'est-à-dire ne plus voir comme une personne qui a une pathologie, mais comme un utilisateur de son domicile. Donc tout ça, bien sûr, ça amène à changer de regard. Alors, je vais bien sûr parler du domicile. Bien sûr, c'est vivre sa vie chez soi, c'est le domicile qui est connecté, mis en sécurité. C'est bien sûr, ça ne va pas tomber dans la domotique, on l'a bien compris, je l'ai dit. Le domicile doit devenir une place d'EHPAD à domicile. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui,
Les EHPAD parlent d'EHPAD hors des murs, des EHPAD à domicile. On voit bien qu'aujourd'hui, le domicile, il doit aller vers une structure ouverte. Donc finalement, le domicile va devenir quelque part une maison de retraite ouverte, mais je veux dire qui va permettre surtout la personne à vivre une continuité de vie. Donc la prise en charge qui va surtout prendre en compte la progression de la pathologie, de la vieillesse, bien sûr la capacité du résident. Alors, je n'ai pas mis à l'écart, je parlerai du personnel médical, le personnel médical et le médico-social. On voit bien qu'aujourd'hui, à domicile, je parle, aujourd'hui, le gouvernement a pris une décision très importante puisqu'il a revalorisé d'une manière salariale le personnel par l'avenant 43, qui va faire un bond énorme au niveau salarial pour bien montrer que la personne médico-sociale, l'aide-soignant, le soignant qui va à domicile, et maintenant est comme une personne à part entière, comme on pourrait trouver dans les EHPAD, entre autres, qui va permettre surtout aujourd'hui de se préparer pour le futur, se préparer pour que les gens puissent rester à domicile le plus longtemps possible. Et là, d'une manière un peu abrupte, un peu directe, mais je suis très bien avec les directeurs des maisons de retraite, ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, la ministre le dit aussi, c'est que l'EHPAD à l'heure actuelle, dans leur structure actuelle, ne sont plus la solution. Et donc, la solution se situe entre les deux, ou au domicile, avec un plus qui, je vais dire, va permettre aux EHPAD de venir vers le domicile ou le domicile vers l'EHPAD. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose aujourd'hui qui est un peu mouvant, qui est en mouvement, qui est en voie de développement, et avec des nouveaux rôles. Ça veut dire que l'aide-soignant ne sera plus un aide-soignant qui va vivre uniquement avec, je vais dire, sur un segment, je vais dire, de savoir-faire, mais qui va avoir un rôle de care manager, d'un call, donc de management, qui va surtout faire, je veux dire, un petit peu un assemblier de compétences ici et là pour permettre surtout à la personne de rester à domicile. Donc, on voit bien, c'est des enjeux aujourd'hui. On n'a pas les réponses sur tout, bien sûr que non, mais c'est des enjeux qui sont ouverts. Voilà pour la première partie. Pour terminer, c'est un projet, là je vais être plus rapide, sur lequel on s'attelle depuis 3 ans avec mon épouse, mais aussi avec toute mon équipe. Donc on va faire un projet donc, de réaliser une maison de la mémoire et du répit. Donc en fait, c'est d'avoir un accueil de jour qui ne soit plus qu'à la journée, mais qui soit sur des petites périodes, comme 1 ou 2 jours, 24 heures sur 24, quelques semaines à quelques mois. Donc, avec toujours cette même démarche d'intervention non médicamenteuse. Donc, c'est un projet qui va consister à s'inscrire dans un parcours de santé, un parcours personnalisé, qui va permettre à la personne d'être à domicile et d'aller, bien sûr, profiter de l'accueil du jour pour revenir à domicile ou des équipes ESA, mais aussi de retarder le moment d'aller en EHPAD ou peut-être de ne pas y aller pour toujours continuer de manière continue bien sûr, d'aller à domicile. Donc, on voit bien que cette maison de la mémoire, ça va être l'interface entre le domicile et l'EHPAD, en allant en EHPAD le plus tard possible, voire pas du tout. Si je prends un exemple très récent, dans notre SIAD, aujourd'hui, en 3 mois, nous avons eu 11 décès en quelques mois à domicile qui correspond au même nombre, voire moins, sur 1 an l'année dernière. Donc, alors c'est dû au fait que les gens ne pouvaient pas rentrer en EHPAD, mais qui ne voulaient pas y aller. Mais aujourd'hui, on voit bien que maintenant, de plus en plus, les gens vont mourir à domicile, ce qui va amener aussi au personnel, bien sûr, eh bien, de se préparer aussi à une nouvelle prise en charge. Alors, rapidement, sur ce dessin-là, qui montre ce que je suis, ce qu'on est en train d'implanter sur le territoire de Blainville, il y a bien sûr l'accueil de jour qui va apparaître, il y a l'EHPAD qui est à proximité, on est en train de monter un PASA commun entre les 2 établissements, chose qui n'existe pas à Blainville. On a le SIAD, c'est le service de soins infirmiers à domicile. Il y en a une équipe ESA qui vient bien sûr à l'accueil de jour, mais qui va aussi à domicile. Il y a le domicile du futur sur lequel, bien sûr, il faut réfléchir. Il y a une autre association qu'on appelle le SAD, qui est une association d'aide à domicile. Et puis, il y a tout en bas à votre droite, cette maison de la mémoire et du répit que l'on voudrait à tout prix construire pour, bien sûr, compléter tout ce réseau-là, toute cette prise en charge pour permettre aux gens de rester à domicile le plus longtemps possible. Rapidement, donc là, c'est la description du projet. Je n'y reviens pas, je l'ai dit pour les raisons, tout a été dit dans mon discours.
Dans le cas de ce nouveau projet, c'est de proposer finalement une forme d'habitat partagé. Donc, il y aura des moments, je veux dire, il s'agit d'avoir des espaces privés personnalisés, mais aussi des espaces partagés. On est dans la continuité, dans l'activité, dans la stimulation. On n'est pas cantonné. On se lève quand on veut. On a un certain nombre de choses à faire et tout ça va se faire de manière coordonnée. Tout ça, bien sûr, c'est à construire. Quelques idées pour une journée type d'un résident. Donc là, il fallait construire le projet pour le présenter au ministère. Donc ça, c'est une proposition, je ne vais pas détailler, c'est-à-dire qu'il faut retrouver une vie normale comme chez soi, avec un certain nombre d'activités, avec d'autres activités professionnelles ou d'autres activités que je ne vais pas détailler, que l'on peut imaginer, comprendre. L'idée, finalement, c'est de... Alors ça vient des Pays-Bas, c'est une histoire, c'est de reconstituer finalement dans une grosse maison familiale. L'idée, c'est de construire des couloirs qui seront des rues, de construire des chambres qui seront plutôt des entrées de maison, c'est-à-dire reconstituer finalement des lieux communs que l'on peut connaître pour, dans cette maison-là, de resituer les gens bien sûr à partir d'activités, dans un lieu connu pour pouvoir, à partir d'un certain nombre de temps, d'une durée, bien d'être stimulés pour pouvoir repartir à domicile, bien sûr, en n'oubliant pas certains repères. Alors, tout ça, c'est une proposition, c'est un projet, donc ce sont des idées que l'on peut trouver ici et là. C'est là-dessus, bien sûr, qu'il va falloir réfléchir. Alors, pour cela, le maire, là où j'habite, a préempté une maison avec 700 mètres carrés de terrain. La maison, c'est vrai que vous voyez, qui est un petit peu dans un état avancé, mais ça me permet, moi, de l'acquérir pour une modique somme et surtout de construire, à partir de cette maison-là, eh bien, ces propositions que l'on trouve ici, bien sûr, sur laquelle, avec Hicham, on va essayer aussi de travailler, pareil aussi dans le cadre des 24 heures pour innover, pour essayer de voir, à partir d'un cas concret, sur lequel j'avais déjà fait travailler une étudiante en 6e année de l'école d'architecture de Nancy, pour imaginer comment, finalement, cette maison, on pourrait trouver, pourquoi pas, voilà des solutions, des propositions ou autres, pour amener, bien sûr, des personnes à venir sur une période pour venir chercher, bien sûr, un certain nombre d'activités de stimulation. Voilà.